Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le président de transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est un grand monsieur. Oui, il faut le dire, c'est un grand monsieur. Il a tenu un discours, même pas un discours, c'était une réponse-question, donc question-réponse, pardon, dans la radio, je crois, la radio burkinabé, la radio nationale burkinabé, où les auditeurs posaient des questions et le président répondait. Vous savez, d'abord, c'est-à-dire que dans nos pays africains francophones, on sait en tout que c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire, voir un président de la République qui répond aux auditeurs, donc qui répond au peuple, parce que faut dire, les auditeurs ici, ce sont le peuple, c'est le peuple burkinabé, c'est d'abord rare. Et donc, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, donc, décide donc de répondre aux questions de son peuple. Et on va suivre vraiment la vidéo aussi. Je veux qu'on écoutez ça très bien, parce que c'est une vidéo qui va peut-être faire dans les 12, dans les 14 minutes. Mais je veux que vous écoutez très bien toute la vidéo. Parce que ce que Ibrahim Traoré dit dans la vidéo est très important. Il parle de Sankara, de la vision Sankara, il parle de consommation locale, il parle de ce qui s'est passé avec la déstabilisation. Franchement, j'ai pris une partie de ce question-réponse, ce format question-réponse. Et franchement les amis, Ibrahim Traoré, c'est un monsieur à saluer. Je vous dis bien, on compte les chefs d'État en Afrique qui s'ouvrent comme ça et donnent la possibilité à n'importe qui de lui poser des questions pendant 1h30, 2h. C'est une vidéo de 14 minutes. Vraiment, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour écouter concrètement la vision de ce monsieur. Parce que je vous dis, Ibrahim Traoré, c'est un monsieur visionnaire. On peut tout parler de lui, mais franchement, c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules. C'est un monsieur qui sait où il va. C'est un monsieur qui sait qu'il est là pour son peuple, il n'est pas là pour s'enrichir. Parce que vous savez, il y a des gens qui viennent au pouvoir pour s'enrichir, d'autres qui viennent pour y rester, et d'autres qui viennent pour réellement travailler pour le peuple. Et lui, franchement, il n'est pas là pour s'enrichir, il est vraiment là pour essayer d'apporter quelque chose au Burkina Faso. On a l'impression que c'est un Sankara 2. Ne mentons pas. D'abord, vous allez comprendre que sa vision, c'est une vision sankarienne. Écoutons la vidéo ensemble. Jusqu'à la fin, suivant ce qu'il a, voilà, j'ai pris 14 minutes, 12 minutes, 14 minutes. Écoutons-le bien et vous allez comprendre pourquoi ce monsieur, c'est un monsieur à respecter. Écoutons la vidéo. Dans l'audio, pas la vidéo. Est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices? Alors je dirais que c'est vraiment l'actualité. Les questions de déstabilisation, ce sont des questions actuelles. Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation, parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça, c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire.
Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller. Et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc, nous sommes préparés à ces situations. Nous les vivons comme normal, en fait. Voilà, donc ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur. Ça nous donne encore le courage d'avancer. Parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc, nous vivons la chose comme ça. Et les comploteurs, actuellement, nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, c'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Vous allez peut-être dire, bon, au bout d'un temps, il peut y avoir de l'incompréhension. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné. Peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple à travers tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou voilà, mettre en garde encore. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. Nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre pour le lancement des journées patriotiques, d'engagement patriotique. C'est justement pour corroborer avec le DOP. Parce que ce discours, c'est un référentiel. Et je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer. Et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ce discours-là. C'est d'actualité, nous nous en inspirons et nous adaptons au contexte aussi. Voilà, parce que ce qui était peut-être, il y a certaines choses en son temps en 83 qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Mais nous l'adaptons au fur et à mesure. Et comme on le disait, Thomas Sankara était trop en avance sur son temps. Et je pense que tout ça, ça fait qu'il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir. Sa vision était beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû. Chaque fois, ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas dû? Est-ce que les gens n'auraient pas dû? Mais bon, c'est déjà passé. Mais je pense que c'est un discours d'actualité. C'est la même vision pour une souveraineté totale de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée. Je dirais que le moral des troupes est au beau fixe. Parce que s'engager pour défendre la patrie, vous savez, quand on est militaire et qu'il y a un autre état d'esprit naturel qui est là au sein du milieu, au sein de l'armée. Et se lever, prendre son sac à dos, son arme et partir au front, c'est pas donné à tout le monde. Mais généralement, dans la tête du militaire, quand il part, c'est avec fierté qu'il part. Il sait ce qui peut arriver, mais c'est avec fierté qu'il part. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort à travers l'accompagnement du peuple, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires. Voilà pour qu'ils se donnent corps et âme. Et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit, je pense que ça ne peut que booster le moral. C'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas
mais ça les donne encore plus de courage de se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie. Ils savent bien que ce n'est pas pour rien qu'on tente de nous déstabiliser, malgré que nous avons pu changer la donne en termes d'équipement, de recrutement, de formation dans un laps de temps. Si des gens tentent encore de déstabiliser, ça donne plus d'arguments aux militaires de rebooster leur morale et de se battre. Il faut dire qu'après toute attaque, depuis qu'on est là, après chaque attaque, nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas améliorer la situation. Donc, naturellement, après l'attaque de Barsalgo, sur le plan militaire, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous sommes presque au bout donc de cette enquête. Je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois à Barsalgo, enquêter, continuent d'enquêter aussi à travers Kaya, et les responsabilités seront situées d'ici quelques jours. J'attends le résultat du rapport et les sanctions vont tomber. C'était, comment je vais dire, toutes les attaques, c'est ce que nous faisons. Et si vous remarquez, il y a eu des attaques où on est amené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et qu'on sent que la faille vient du dispositif, il faut sévir. Donc nous attendons le rapport final pour agir. Et s'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Donc si vous suivez même, il y a juste le conseil des ministres surpassé, il y a 236 enfants, donc dans 236 et 238, qui ont été donc déclarés pupilles de la nation. Ça sera le même traitement au fur et à mesure. Mais pour l'instant, le gouvernement est permanemment aux côtés donc des populations là-bas, pour pouvoir prendre en charge déjà sur tout le côté psychologique, sur le côté humanitaire, santé et tout, de tous les membres donc, des familles qui ont été endeuillées lors de cette tragédie. D'accord, merci beaucoup. Je vois que le mois de consommer local, on l'a lancé et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan vestimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Koko Donda, un certain nombre d'articles vestimentaires qu'on a décidé de promouvoir. C'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question, par exemple, des touches des enseignants qui étaient importés chèrement. Et donc, on a instruit le ministre de changer, par exemple, les touches. Aujourd'hui, c'est fait en Faso d'Anfani. Les dames qui le font, mais il y a beaucoup de dames qui ont rejoint donc l'atelier et ça fait une grosse main-d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leur touche pour pouvoir s'adapter donc à notre Faso d'Anfani et beaucoup d'autres couches sociales, même dans l'armée. Je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au Conseil des ministres, c'est du Faso d'Anfani en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement. Et dans plusieurs autres domaines, surtout dans les produits transformés. Donc actuellement nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous a amené d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit, tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina, et lorsque maintenant ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Donc c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les Burkinabés. Donc sur ce volet, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. On ne peut pas dévoiler toute la stratégie à venir parce que comme je l'ai dit, ceux qui ont l'habitude d'importer, ça ne les plaît pas forcément d'appliquer ce que nous voulons. Mais si nous voulons être burkinabés, on est obligé de prendre des mesures. Ça ne va pas plaire à d'autres, mais ça va plaire au grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, les amis, tu viens d'écouter Ibrahim Traoré. Avant de partir, bien sûr, j'aimerais que tu me laisses en commentaire ce que tu penses de ce qu'il a dit. Même en commenter quelque chose, ne pas comme ça. Dis-moi
Que penses-tu de Ibrahim Traoré? Penses-tu que c'est vraiment un chef d'État qui va marquer l'Afrique, surtout francophone? Ou penses-tu que non, c'est un chef d'État comme tous les autres et il fera à un moment donné comme tous les autres? J'ai vraiment besoin que tu me commentaire ce que tu parles de ce monsieur. Parce que moi, personnellement, je l'aime bien. J'aime sa vision, j'aime sa manière de faire. Et c'est un monsieur que je pense qu'il a de la vision. Laisse-moi ton commentaire et on se voit comme d'habitude rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.